Oh, décidément, mon cher Gaston, vous êtes lugubre. Il y a des jours où j'ai des idées noires. Dans ces cas-là, vous pourriez éviter de contraindre votre ami de cœur, à s'enfermer avec vous. S'enfermer? Parfaitement, mon cher. Et mon jour d'opéra. Vous me faites prévenir par votre groom que vous me consacrez votre soirée. Je donne ma loge à une amie. Je me fais coiffer, comme vous m'aimez, les cheveux relevés avec 2 quiches. Je vous prépare de ce thé vert qui a votre prédilection. Et vous voilà avec une figure d'enterrement. Je suis insupportable, c'est vrai, impardonnable. Mais ce n'est pas ma faute si la vie que je mène m'ennuie. Merci. Je parle de ma vie de désœuvré. Le cercle, le jeu, les premières, les courses, le cabaret. Et Julia d'Orcival, votre servante. Vous voulez dire ma maîtresse? Plaignez-vous. Une maîtresse comme moi, quand on n'a que 40 000 livres de rente. C'est donné, je sais. Pour qu'il soit si mufle, il faut que les idées noires de M. Gaston Marois soient des idées de changement ou de mariage. Ni l'un ni l'autre. Vous mentez affreusement mal, mon petit Gaston. Je vous assure. Oh, curieuse coïncidence, mon cher. Figurez-vous que je suis, moi aussi, en péril de mariage. Vraiment? Oh, n'espérez pas me blesser par votre ton d'ironie. Oui. On n'épouse pas une femme comme moi. J'attendais que vous protestiez. Un Français, un Parisien peut-être, je sais. Bien que je sois fille d'officier. Supérieur. Mon père était commandant, en effet, et que j'ai mon brevet. Famille, instruction et fortune, quel beau parti. Capable d'intéresser un étranger. Les préjugés s'arrêtent à la frontière. Vous quitteriez la France? Avec un titre de comtesse. Fichtre. Vous ne me demandez pas de qui il s'agit? Je ne veux pas être indiscret. Golimine. Votre ancien... Celui que j'ai quitté pour vous. Il revient à la charge. Il n'a jamais cessé de m'adorer. Il est homme à me tuer ou à se tuer si je refuse. Il me l'a écrit. Et qu'avez-vous répondu? Que jamais je ne lirai ma vie à un être que j'ai cessé d'aimer. Vous êtes Julia, la dernière des romantiques. Plaignez-vous-en. Et on prétend au cercle que ce Golimine est ruiné. Ces mines de Californie seraient à sec. Oh, il est courageux et habile. Il ne sera pas long à se refaire une fortune, je suis tranquille. Qu'y a-t-il, Mariette? Je n'ai pas sonné. J'ai un mot à dire à madame. Mais pourquoi ce mystère? Je n'ai pas de secret pour monsieur Marois. C'est que, madame, il y a quelqu'un qui demande à parler à madame. Je t'avais dit que je ne recevrais personne. Oh, c'est que... On est entré malgré moi. Le valet et le cocher sont sortis. J'ai pas pu toute seule l'empêcher de forcer la consigne et de pénétrer dans le salon. J'ai compris, j'y vais. Retourne dans ta chambre. Bien, madame. Je pense que vous avez compris aussi, mon cher. Golimine. Oui. Il m'a écrit ce matin qu'il tenait absolument à me voir avant de quitter Paris. J'ai répondu que je ne le recevrais pas. Mais je m'attendais à une incartade de ce genre. Je vais lui dire son fait et je reviens. Je vous laisse. Mon pauvre Gaston, ne cherchez donc pas de prétexte pour vous esquiver. Je vous prie de m'attendre. Ce ne sera pas long et j'ai à vous parler. Soit. Pardonnez-moi d'avoir forcé votre porte. Je vous avais interdit de revenir. Il fallait que je vous revoie. Que je vous dise encore une fois... Votre amour. Je sais. Il ne m'intéresse plus. J'aurais fait de vous la plus fortunée des femmes. Tout le monde sait que vous êtes ruiné. J'ai là dans ma poche des lettres qui valent un trésor. Il ne m'intéresse pas plus que votre passion. Vous êtes décidé à ne pas partir avec moi. Plus que jamais après cette irruption. Alors adieu. Vous ne me reverrez plus vivant. Vous parlez un peu trop de mourir. Au revoir. Je vous laisse, je vais rejoindre. Votre amant? Celui que j'aime, oui. C'est vous qui l'aurez voulu. Vous vous souviendrez que je vous aurais aimé jusqu'à mon dernier souffle. Et tenez, prenez ces lettres. Votre trésor. Vous en ferez l'usage que vous voudrez.
Où je vais, je n'en ai plus besoin. Des lettres de vos anciennes maîtresses, je parierais. Elles paieraient cher pour rentrer en leur possession. Vous êtes immonde. Je ne vous reconduis pas, vous connaissez le chemin. Bonsoir. Tu vois, cher Gaston, ça n'a pas traîné. Eh bien, où te caches-tu? Gaston! Oh, c'est ridicule. Il serait parti. Il aurait profité. Oh, le lâche. Le lâche. Sans un mot. Mais suis-je bête? Mais il y est, le mot. Là, sur le guéridon, cette enveloppe blanche. Oh, il aurait osé. Un chèque. Le mufle. 30 000 francs. Ça n'est pas mal. Et sa carte. Gaston Marois, PPC. Oh! Pour prendre congé. On ne peut pas être plus bref ni plus clair. Oh, le mufle, le mufle, le mufle! Me faire ça, moi. C'est sûrement pour une autre qu'il m'abandonne. Mais qui? Qui? Peut-être une de celles dont j'ai là des lettres d'amour. Si je le savais. Quelle vengeance. Oh, ce nom. Elle. C'est impossible. Ah, il y a deux noms sur le même paquet. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame! Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer? Oh là là, madame! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le comte! Eh bien, il n'est donc pas parti? Il s'est tué. Ici? Oui, oui, dans la serre qui donne juste sous ma chambre. J'ai entendu un coup de revolver et je suis descendue. Et il était là par terre avec du sang. Mort. Mort? J'ai écouté son cœur. Il battait plus. Se tuer. Chez moi. J'ai trouvé ce papier à côté du corps. Donne, et va chercher le docteur qui habite à côté. Carillonne, jusqu'à ce qu'on ouvre. Oh, madame ne vient pas jusqu'à la Oh, serre. oh Dieu non. Pour m'évanouir sur son corps. Et puis tu courras au commissariat prévenir, n'est-ce Oui, pas? oui, c'est... Oh là là. Oh, si mes jambes me portent. Oui, bien, le grand air te remettra. Va et reviens vite. J'aurai une commission à te donner pour demain matin. Va. Oui, madame. Voyons le papier. Qu'on n'accuse personne de ma mort. Je n'ai pas pu oublier Julia d'Orcival. Elle ne veut pas me revenir. Je n'ai plus qu'à disparaître. Il m'avait prévenu. Son dernier souffle. Celui-là m'aimait. La police va venir. Il ne faut pas qu'on trouve ces lettres. Je m'en débarrasserai au plus vite. En attendant... Oui, là. Dans le tiroir secret de mon bonheur du jour. Ah. Ces dames du monde vont me devoir une fière chandelle. Il faudra tout de même, mesdames, que vous remerciez bien humblement la Julia d'Orcival, cette fille entretenue, que vous ne salueriez pas. L'obligeois, Monsieur le juge? voulez-vous prévenir l'huissier que j'ai fait chercher Gaston Marois, mon neveu, et qu'il le fasse entrer dès qu'il arrivera? Bien, monsieur le juge. Vous nous laisserez seuls. De même pour un autre rendez-vous que j'ai ensuite. C'est pas que j'ai rien de secret pour vous, mon cher l'obligeois, mais je tiens à enlever à ces entretiens toute allure d'interrogatoire. Oh, j'avais bien compris, monsieur le juge. Et comme convenu, si vous avez besoin de moi, vous tousserez. Et je n'enregistrerai aucune déclaration sans avoir entendu votre coupe-papier frapper 3 fois votre bureau, hein, comme ceci, monsieur le juge. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Vous êtes le modèle des greffiers. Je vais prévenir l'huissier. Allez.
Monsieur le juge, voici monsieur votre neveu. Ah, te voilà. À votre service, mon oncle. Et escorté d'un garde qui m'a trouvé prêt à me rendre chez vous. Je me doute que tu avais à me parler. À vous féliciter, plus exactement. On ne parlait hier soir chez Madame Cambry que de votre mariage avec notre belle hôtesse. Vous étiez si accaparé que je n'ai pas pu vous adresser la parole. Et c'est tout? Tout? Tout ce que tu avais à me dire? Pas tout à fait, non. Un mariage en entraîne peut-être un autre. Je vous aurais sans doute parlé du mien. Du tien. Un projet vague encore. Et depuis cette soirée, tu n'as rien appris? Mais j'avoue que couché à l'aube, une partie qui s'est prolongée au cercle, je me suis levé assez tard. Et tu ne sais rien? Mais à quel sujet? Regarde-moi en face. Oui, tu as l'air sincère. C'est mieux ça, Enfin, de quoi s'agit-il? de Julia d'Orcival. Oh, celle-là, mon oncle, vous retardez. Fini entre nous. J'ai rompu avec la belle Julia avant-hier. Tenez, le jour où Golimine s'est tué chez elle. Tu l'as pas revue? Je compte bien ne la revoir jamais. Ah, tu ne la reverras plus, en effet. Julia d'Orcival a été assassinée cette nuit à l'opéra. Au bal de l'opéra? D'un coup de poignard. Ce poignard qui est là. Pauvre fille. Tu comprends maintenant pourquoi il était urgent que je te voie? Enfin, vous n'avez tout de même pas pensé, mon oncle, que c'était moi le coupable? Non, mais chargé de l'instruction, je voulais être sûr que tu n'étais mêlé en rien à ce drame. Comment le pourrais-je? Je vous le répète, j'avais rompu définitivement avec Julia. Je n'ai pas mis les pieds au bal de l'opéra. Je n'ai quitté la soirée de Madame Cambry que pour aller au cercle. Non, ben, te défends pas. Du reste, le crime a été commis par une femme. Je le sais. Déjà. Je me suis pas levé à midi, moi, mon cher. Alerté dès l'aurore, j'ai commencé mon enquête aussitôt. Dis-moi, hier soir, chez Madame Cambry, je t'ai vu très assidu auprès de Mademoiselle Lesterel. Quel rapport? Non, réponds. Oui, j'avoue que Mademoiselle Lesterel m'est très sympathique. Elle a une voix ravissante. Je l'accompagne souvent au piano. Oui. Et puis mon oncle, pourquoi vous le cachez, c'est vrai. J'aime Mademoiselle Lesterel et ce projet de mariage dont je vous parlais. Tu penses épouser Mademoiselle Lesterel? Enfin, quelle raison m'en empêcherait? Celle-ci, qu'elle est sans doute la meurtrière de Julia d'Orcival. Mon oncle, vous plaisantez. Ah, hélas non. J'ai déjà réuni contre elle de graves présomptions. C'est impossible, Berthe Lesterel. Écoute-moi. Elle a quitté hier soir le salon de Madame Cambry en disant que sa sœur malade la faisait réclamer par sa bonne. Oui. J'ai vu cette personne qui n'a jamais été chargée d'une telle commission. La concierge de Mademoiselle Lesterel affirme d'autre part qu'elle n'a rejoint son domicile que vers 4 heures du matin. Enfin, la camériste de Julia d'Orcival, Mariette, oui, déclare qu'elle a été hier matin chez Mademoiselle Lesterel pour lui enjoindre de la part de sa maîtresse de venir la retrouver au bal de l'opéra. C'est invraisemblable. J'ai sur mon bureau leur déposition. J'ajoute celle de l'ouvreuse des loges, où Julia d'Orcival avait la sienne et qui affirme qu'une femme en domino et masquée s'est fait ouvrir à 2 ou 3 reprises la porte de la loge. La dernière fois, à peine un quart d'heure avant que le crime ne soit découvert. Enfin, de ces ragots de concierge ou de domestique, vous concluez qu'une fille de la qualité de Berthe Lesterel aurait été capable de... Mais je ne conclus rien encore. J'ai convoqué Mademoiselle Lesterel. Ses réponses dicteront ma décision. Votre décision? Vous envisageriez d'inculper une amie de Madame Cambry, votre fiancée? La jeune fille que je vous ai dit à l'instant que j'aimais? Je ferai mon devoir, quel qu'il soit. Donc vous allez commettre une affreuse erreur, je vous conjure! Et moi, je te prie de te taire. Entrez. Qu'y a-t-il, obligeoire? La personne est là, monsieur le juge. Bien. Voulez-vous faire sortir mon neveu par le couloir du greffe et que l'huissier fasse entrer cette personne? C'est elle, j'en suis sûr. Mon oncle, pouvez-vous me permettre d'assister à votre entretien? Ah bah voyons, mais tu perds l'esprit, mon garçon. Je te promets seulement d'agir avec la plus grande bienveillance. Allez, va. Si vous voulez bien me suivre, monsieur Marois. Entrez, mademoiselle. Et asseyez-vous. Je regrette d'avoir eu à vous faire venir pour vous parler d'une assez triste affaire. Je m'étais figuré qu'il aurait pu y avoir un jour entre nous plus agréable entretien. Je vous en prie, monsieur le juge. J'ai hâte de savoir le motif. Il est hélas tragique. Le meurtre d'une personne que vous connaissiez, Julia d'Orcival. Julia?
Julia a été assassinée Cette nuit, pendant le bal de l'opéra. pendant le bal? Oui, pendant la musique et les danses, Julia d'Orcival a été tuée d'un coup de poignard. Du poignard que voici. Oh mon Dieu. Oui, je comprends votre émotion, mademoiselle. Oui, oui. Ce poignard retiré de la blessure est rouge du sang de la victime. Mon Dieu, mais c'est horrible. Remettez-vous, vous êtes toute blanche, livide. Vos lèvres remuent, mais aucun son. Ne me torturez pas davantage. C'est vrai. Le poignard m'appartient. Vous avouez. Je n'avoue rien, je dis la vérité. De qui teniez-vous cette arme? Un cadeau que mon beau-frère m'a rapporté des mers de Chine. Je l'avais hier soir à la soirée de Madame Cambry. Vous allez dans le monde armé d'un poignard? Refermé, il a l'apparence d'un éventail. Vous appuyez sur le bouton de corail. Là, oui. Comme il m'arrive de rentrer chez moi seule, assez tard, des salons où je vais chanter. Et hier soir, ce n'était pas pour rentrer chez vous, vous avez quitté le salon de Mme Cambry. Ah oui, donc c'était pour vous rendre à l'opéra. Je n'ai rien à avouer. Je jure que je n'ai pas tué Julia d'Orcival. Et cette arme? Tout ce que je sais, c'est que je ne l'avais plus en rentrant chez moi. L'ai-je perdue? Me l'a-t-on prise? Oh, facile. Oh, vous ne me croyez pas, vous m'accusez. Vous connaissiez Julia d'Orcival? Oui. J'ai connu Julia Berthier, c'était son nom, dans mon pensionnat à Saint-Mandé. Elle était votre amie? J'ai cessé de la voir il y a longtemps, quand j'ai su la vie qu'elle menait. Alors comment se fait-il qu'elle vous ait enjoint de venir la retrouver dans sa loge à l'opéra? Puisque vous le savez. On vous y a vu entrer et en sortir. C'est peu après qu'on a trouvé Julia d'Orcival assassinée. Et ce serait moi? Quelle honte! Qu'alliez-vous faire auprès d'elle? Allons, répondez-moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas répondre. Rendez-vous compte du danger auquel vous vous exposez en refusant de vous expliquer. Vous êtes parti de chez Madame Cambry vers minuit en disant que votre sœur vous appelait. Ça n'était pas vrai. Dites-moi qui est cette femme qui est venue vous chercher. Je ne la connais pas. Et vous l'avez suivie dans la nuit. Et vous n'êtes rentré chez vous qu'à 4 heures du matin, après votre ou vos entretiens avec Julia d'Orcival. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Où êtes-vous allé? Il m'est impossible de vous répondre. Autre chose. Réfléchissez. À qui ferez-vous croire cette histoire de poignard perdu ou volé? Si j'avais prémédité ce crime abominable, aurais-je choisi une arme aussi facile à reconnaître? À moins que vous ne l'ayez commis dans un mouvement de colère, après une violente querelle. Et j'aurais été assez sotte pour laisser cette arme dans la plaie. Non, pas sotte, mais affolée. L'affolement où vous avez plongé votre geste. Faut-il vous jurer à genoux que je ne l'ai pas commis? Que puis-je faire d'autre? Une dernière question. Comment expliquez-vous que ce poignard ait été l'arme du crime? Puisque vous savez ma présence à l'opéra, je peux vous répondre. C'est Julia d'Orcival qui l'a vu dans ma main et qui me l'a demandé. Étant donné le service qu'elle venait de me rendre, je n'ai pas pu le lui refuser. Bien, bon, admettons. Mais refusez-vous toujours de répondre aux autres questions que je vous ai posées? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Peut-être vous sacrifiez-vous pour quelqu'un d'autre. Je serais tout prêt à le croire. Dites-le moi. Je vous promets que les vérifications que je ferai faire seront discrètes. Eh bien... Eh bien? Non, des vérifications. C'est assez d'un meurtre. Je ne dirai plus rien. Réfléchissez une dernière fois. Tout vous accuse. Faites de moi ce que vous voudrez. L'obligeois. Monsieur le juge. Écrivez sur ce mandat d'arrêt le nom de mademoiselle Berthe Lestorel. Je ne pouvais pas agir autrement. Mon oncle! Comment tu forces ma porte? Excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Mademoiselle Estérel, arrêtez! J'ai été dans l'obligation de l'inculper. C'est abominable! Écoute! Avant de t'emporter, elle a reconnu d'elle-même que l'arme du crime, celle-ci, lui appartenait. Hein? Mais d'elle-même, vous voyez bien! Si elle était coupable... Mais la franchise de son aveu m'avait en effet impressionné. Mais par la suite, elle a aggravé son cas en refusant de répondre à mes questions. Je vous jure, moi, qu'elle est innocente. Je le prouverai! Tu t'avances beaucoup, mon pauvre garçon. Enfin, essaie. Je ne vais plus vivre que dans ce but. Si je peux, sans enfreindre le secret de mon instruction, te donner un renseignement utile, je te le ferai transmettre par Madame Cambry. Merci.
Je suis sûr qu'elle est aussi convaincue que je le suis de l'innocence de Berthe Lesterel. C'est probable. Une amie comme un amoureux hésite toujours à regarder la vérité en face. Vous ne me reverrez qu'avec cette preuve. En somme, mon cher, pour nous résumer, d'un côté, il y a toutes les charges réunies par votre oncle contre mademoiselle Lesterel, et dans l'autre plateau de la balance, votre conviction sentimentale. C'est diablement déséquilibré. Vous refuseriez de m'aider? Non, je n'ai pas dit ça. Vous êtes arrivé la figure bouleversée avec un « j'ai un service d'amis à vous demander » impératif. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un duel. Mais un service d'amis, quel qu'il soit, ça ne se discute pas, c'est sacré. Merci, cher Nointel. Et puis, vous avouerai-je, cette petite enquête à laquelle vous me conviez ne me déplaît pas. Elle me rappelle ma jeunesse, quand je dirigeais le bureau des renseignements à l'état-major. J'ai réussi quelques affaires délicates. Je m'étais découvert une âme de policier. Mais alors qu'allons-nous faire? Enfin, qu'allez-vous faire, vous? Réfléchir d'abord. Étendu sur ce canapé de cuir et en fumant un Havane ou deux. Et puis, ne soyez pas trop pressés. Tenez, et puis nous dînerons tous les deux ici. La cuisine est convenable, en attendant l'heure d'aller à l'opéra. à l'opéra, moi? Mais vous n'y passez pas dans les mers où je suis. Ah, bon, je pose une condition préalable. Vous ne discuterez pas mes initiatives. La discipline étant la force principale. Entendu, c'est promis. Mon capitaine, je vous obéirai, même sans comprendre. C'est comme ça qu'on obéit le mieux. Vous n'allez tout de même pas me forcer, mon cher Nointel, à subir tout le premier acte des Huguenots. Non, rassurez-vous, nous n'irons pas plus loin, restons dans ce couloir. C'est à peine si la musique nous parvient. Asseyons-nous sur cette banquette. Et moi, je vais faire signe à cette noble dame. L'ouvreuse qui somnole sur sa chaise? Oh, d'un œil, c'est une vieille connaissance. L'acte débute, c'est son moment de désœuvrement. Vous voyez, elle accourt. Bonsoir, Madame Majoré. Ah, bien le bonjour, capitaine. Vous voulez que je vous ouvre une loge? J'ai la 31 qui est libre. Ah, du tout. Asseyez-vous, Madame Majoré. Nous voudrions, mon ami et moi, bavarder un moment avec vous. Ah, je vois ce que c'est. Hein. On me la fait pas, moi. Votre ami est un journaliste. Et il veut me tirer les verres du nez sur l'affaire du bal. Erreur. Monsieur n'est pas journaliste. Mais il connaissait comme moi cette pauvre Madame d'Orcival. Ah, ben en effet, je remets monsieur. Et nous serions heureux de parler de l'affaire avec vous, Ah ben. entre amis. S'il s'agit que de vous causer, hein. Je suis votre homme, comme on dit. Vous avez l'air fatiguée, Madame Majoré. Il y a de quoi. L'émotion de cette nuit. Pensez que c'est moi qui suis entré dans la loge pour la trouver morte, cette malheureuse. Et puis, dès ce matin, emmené par un gendarme au palais de justice pour répondre au juge. Est-ce que je devrais pas ce soir être dispensé de service dans mon lit? L'administration n'a aucun égard. Ah, je vous le fais pas dire. Outre que je suis encore cité pour demain. Mais cette fois, hein, fini, je la boucle. Pour me faire encore rembarrer comme ce matin. Le juge vous aurait-il mal reçu? Moi, j'aime pas qu'on me manque. Et ce juge aura rien gagné à prétendre que mes inventions avaient pas le sang commun. Vos inventions? Mes idées? Ah, parce que vous avez vos idées sur l'affaire, Madame Majoré. Vous pensez bien. J'étais aux premières loges, c'est le cas de le dire. Eh ben, je sais que votre juge, il se fourdoie. Il se fourvoie? Bah non, fourdoie, quoi. Il se fourre le doigt dans l'œil. Madame Majoré, c'est ce qu'elle dit. Plutôt. Ainsi vous pensez, n'est-ce pas, chère madame, que le juge... Laissez parler, Madame Majoré. Je vais vous dire ce que je sais, moi. C'est que c'est un homme qui a fait le coup. Il était dans la loge à côté. Il a escaladé la séparation, a tué l'occupante et est revenu dans sa loge comme si de rien n'était. Et tout ça sans attirer l'attention. Voilà. Vous êtes comme le juge. Et le noir dans la salle. Qu'est-ce que vous en faites? Alors vous pensez qu'on a eu tort d'arrêter... La personne qu'on a arrêtée. Pourquoi elle plutôt que l'autre? L'autre? Oui, expliquez-vous, Madame Majoré. Madame, l'autre domino, qui a rendu visite à la Dorcival.
il y en avait un tout simple, acheté au décroché-moi ça, et l'autre, tout emberlificoté de dentelle. Mais c'est très... Laissez parler Madame Majoré. Continuez, ma bonne amie. Même que tous les deux, ils avaient le mot de passe. Le mot de passe. J'avais consigne de n'ouvrir qu'aux personnes me disant un certain mot. Un drôle de mot d'ailleurs. Attendez que je me rappelle. Séligné, c'est... Ah non, c'est Vigné. Et vous avez raconté tout ça au juge, Madame Majoré? Que non, puisque tout ce que je lui disais, c'était des menteries. Il verra. Il n'en a pas fini avec moi. Le jour à l'audience où je lui sortirai l'histoire du bouton de manchette. Ah, Madame Majoré, ce jour-là, vous serez célèbre dans tout Paris. J'y compte bien. Et alors, cette histoire de bouton, à nous, vous pouvez bien la dire, en secret. Oh, j'ai confiance. Vous êtes un ami. Et puis, peut-être que vous pourrez m'aider à me renseigner. Mais avec joie. D'abord, le bouton que j'ai trouvé dans la loge, c'est une affaire d'homme, pas vrai? Alors, faudrait que je cherche le prénom du type de la loge à côté. Je sais que son nom. Simon Casse, qu'on m'a dit à la location. Simon Casse. Ah oui, mais son prénom, quoi, ça. Car sur le bouton, il y a une lettre unie, oh, comment dites-vous? Une initiale. Ah, c'est ça. Tenez, regardez. C'est un B. Et en effet, un B. Alors, peut-être que vous qui avez le temps, vous pourriez me savoir son prénom, ce particulier, et aussi trouver le bijoutier qui lui a vendu l'objet. Rien de plus facile. Tenez, je vous le confie, ne perdez pas. Car si je pouvais savoir tout ça et lui clouer le bec à ce juge... Comptez sur moi. En attendant, il nous reste à vous remercier, Madame Majoré. Oh, pour moi, c'est toujours un plaisir que de causer à du monde bien. On y gagne toujours. Mais, excusez, va falloir que je retourne à mon poste. Vous nous avez passionnés, chère Madame Majoré. Oh. Et nous voudrions en souvenir, mon ami et moi, que vous acceptiez cette petite bourse et ce qu'elle contient. Oh, vous êtes trop bon, capitaine. Avec vous, on est toujours sûr de s'y retrouver, et amplement. Comme je vous le disais, on gagne toujours à causer du monde bien. Sur ce, bien le bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, Lointel, qu'est-ce que vous en pensez? Rien encore. Sauf que cette conversation n'a pas été inutile. Mais il faut que j'y réfléchisse. Je vais entrer entendre la fin du premier acte. La musique m'aiguise l'esprit. Je vous attends. Non. Je désire aussi rentrer seul, à pied. La musique, la solitude et le grand air m'aiguisent aussi l'esprit. Alors, rendez-vous au cercle. C'est ça. Faites frapper une bouteille de champagne. Le champagne... Vous aiguise l'esprit. Exactement. Monsieur Marois est là, hein? Oui, mon capitaine. Il est arrivé il y a un quart d'heure. Il a demandé déjà 5 fois après vous. Le champagne? Et dans la glace. Et où est Monsieur Marois? Dans le cabinet anglais, mon capitaine. Bon, c'est bien. Alors, Lointel. Ça se dessine. Ah. Et après une coupe ou deux... Merci. Je crois que cette idée d'opéra était assez géniale. Savez-vous qui j'ai aperçu dans une avant-scène? Ma foi... Non, ne cherchez pas. Madame de Barancos. Avec, installé à côté d'elle, et se pavanant, Simon Casse. Ça ne vous dit rien? Ma foi... Non, vous vous répétez, mon cher. Comprenez donc qu'il est ahurissant de voir officiellement, en compagnie de la plus belle, la plus riche et la plus difficile marquise de notre société parisienne, ce Simon Casse, le personnage louche, taré, qu'on ne reçoit nulle part. Oui, n'est-ce pas lui qui a été blackboulé au cercle quand Golimine l'a présenté? Golimine s'en était fait le parrain, en effet. Or, croyez-vous que ce Simon Casse, uniquement par hasard, avait loué hier soir la loge à côté de celle de Julia d'Orcival? Vous ne vous imaginez tout de même pas, comme votre ouvreuse, que c'est lui qui a tué? Non, bien sûr. Mais avez-vous réfléchi au mot de passe des visiteuses de Julia? C'est Vigny? Ouais. Julia d'Orcival n'était-elle pas une institutrice en rupture de ban? Mais en effet, oui. Or, Sévigné, qu'est-ce que cela suggère aussitôt? Des lettres. Vous y êtes. Des lettres que Julia avait sans doute trouvées sur Golimine, lorsqu'il est mort chez elle. Des lettres qu'elle a voulu rendre ou vendre aux belles dames qui les avaient écrites.
Et la marquise? Le bruit a couru naguère qu'elle avait eu des faiblesses pour Golimine. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en arrivant au bal de l'opéra, j'ai accroché la traîne d'une robe et que j'ai été traité vertement de maladroit par une voix où j'ai reconnu, à ma stupéfaction, l'accent impérieux de la marquise de Barancos. Réunissez tout cela, Golimine, l'être, la marquise, Simancas qui, de sa loge, a pu entendre plus ou moins clairement ce qui s'est passé dans la loge voisine, et qui a trouvé ainsi un moyen de s'imposer à la marquise pour refaire sa réputation, et peut-être sa fortune. Du chantage? L'individu en est on ne peut plus capable. Ainsi, ce pourrait être la marquise de Barancos? N'oubliez pas, B, comme sur le bouton trouvé par l'ouvreuse. Mais mademoiselle Lesterel s'appelle Berthe. Ah, diable. On verra. En voilà assez pour ce soir. Du reste, la bouteille est vide et je rentre me coucher. Je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Pas trop. Chaque jour suffit sa peine. Dormez plutôt. À demain. Oui, chez moi, vers 10 heures. Et envoyez donc le groom du cercle à la camériste de Julia d'Orcival, avec un mot pour qu'elle vienne aussi à cette heure-là. Je crois que nous aurons intérêt à lui parler. Entre, Mariette. Le capitaine Lointel désirait te voir. Oh, je connais bien le capitaine. Monsieur en parlait souvent à cette pauvre madame. Sèche tes jolis yeux, Mariette. Oh, capitaine, vous ne savez pas quelle peine c'est pour moi. Et quelle perte. Bravo. Avec toi, au moins, on sait où on va. Madame d'Orcival ne t'a donc laissé que des regrets? Juste au moment où elle devait m'acheter un fond de lingerie chaussé d'antin. Tout n'est peut-être pas perdu, ma fille. Hélas. Qui sait? Si tu voulais nous aider, tu t'y retrouverais peut-être. Tu n'es pas sotte. Et on peut te parler à cœur ouvert. Ah, bien sûr. Et tu dois aimer les histoires d'amour. J'en raffole. Alors figure-toi que mon ami Marois est amoureux. Madame s'en doutait. Mais tu ne te doutes pas de qui? De mademoiselle Lesterel. De celle qui a... Mariette, pense à ta boutique de lingerie. Oh, ce pauvre monsieur Gaston. Voilà, bravo. Voilà le ton qu'il nous faut. Oh, moi je suis une sentimentale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher dans ta mémoire tout ce qui peut nous servir. D'abord, à propos de certaines lettres... Oh non, madame m'avait fait jurer de ne pas en parler. Oh. Puisque vous êtes au courant... Tu vois? C'était pour en chercher que la Lesterel... non, pardon. Que mademoiselle Lesterel devait venir à l'opéra. C'est toi qui lui as fait la commission. Oui, de vive voix. Madame a dit comme ça que ça l'humilierait davantage. Et comme c'était une amie d'autrefois... Tout s'explique. Mais madame a écrit elle-même pour prévenir les autres. Les autres? Mais bien sûr, les autres. Comme elle me le disait en montrant le paquet. Oh là là, faut-il que ces femmes du monde soient bêtes pour écrire autant. Je me rappelle même qu'il y avait des liasses avec des ficelles de couleurs différentes. Voilà, Mariette. Ce qu'il ne faudra pas manquer de répéter au juge la prochaine fois. Soyez tranquille. Si vous croyez que... Mais je crois que tu es sur le bon chemin. De la chaussée d'antin? Oui, ma belle. Et tu t'y avancerais encore d'un bon pas si tu te rappelais quelque autre chose sur ces femmes du monde. Oh, ça... Madame n'a pas précisé. Elle ne m'a parlé ce fameux jour que d'une seule. Mais celle-là, c'était par jalousie. Madame s'imaginait que monsieur Gaston l'avait abandonnée pour une marquise de Barancos. Elle t'a cité ce nom? Bah voyons, Mariette ne l'a pas inventé. Ah, si j'en étais certaine, me disait madame. Et sur un ton... Répète ça aussi au juge, ma fille. Et n'oublie rien, ni les mots, ni le ton. Oh, soyez tranquille. Oui. Au revoir, Mariette, merci. Mais n'oubliez pas non plus la chaussée d'antin, hein. C'est ça. Bravo, mon cher Lointel. Toutes vos hypothèses se confirment. Mais ce qui nous manque, c'est la preuve décisive. La preuve décisive qui innocentera Berthe Lesterel. Peut-être que, grâce à ce mot que j'ai reçu de Madame Cambry... Montrez. Oh, précieuse information. Et précieuse informatrice. Le domino retrouvé sur la voie publique. Important. Seulement où? À quelle heure? J'ai un ami à la préfecture, il me renseignera.
Je vous accompagne? Non, non, non. Dites-moi, la sœur malade de Berthe Lesterel, vous la connaissez? À peine. Il faut aller la voir. Votre amour, votre conviction de l'innocence, vous serez bien reçu. Et rapportez-moi tout ce que vous pourrez apprendre. Ces messieurs veulent entrer. Je ne devais pas t'en voir, mon garçon, sans une preuve décisive. Tu me l'apportes? Je crois, mon oncle. Vous connaissez le capitaine Nointel? De réputation, oui. Son aide est pour moi merveilleuse. Mes respects, monsieur le juge. Mon oncle, je suis si heureux. Calme-toi. Capitaine, je crois préférable de vous écouter, vous. Voici. Ayant appris que le domino retrouvé... Ah, je vois que cette chère Madame Cambry n'a pas été longue à remplir son devoir d'ami. J'ai pu être mis en présence du sergent de ville qui a fait cette trouvaille. Oui. Il s'en est rappelé le lieu, boulevard de Belleville, et l'heure, 2 heures du matin. J'ai retrouvé aussi la loueuse de domino qui, pour une fois où elle en a vendu un, s'est très bien souvenue de l'acheteuse. Il n'y a aucun doute que ce soit mademoiselle Lesterel. Bravo, capitaine. Vous êtes un brillant émule de monsieur Lecoq, de ce bon Gaborio. Je convoquerai cette femme et l'agent. Voici leur nom, adresse et numéro. Vous concluez? Que si mademoiselle Lesterel s'est débarrassée de son domino avant 2 heures, elle n'a pas pu être dans la loge de Julia d'Orcival à 3. Mais c'est évident. À moins que pour brouiller les pistes, elle ne soit revenue sous un autre costume. Supposez d'elle une telle machination. C'est mon rôle. Et comment expliquez-vous la présence de mademoiselle Lesterel en pleine nuit, boulevard de Belleville? C'est plus délicat, monsieur le juge. Eh oui. Mais peut-être ignorez-vous que le mari de la sœur de mademoiselle Lesterel, un capitaine au long cours, fort rustre et terriblement jaloux, paraît-il, vient de rentrer. Mon oncle, si vous aviez vu les regards angoissés de cette pauvre femme malade... Tu as été chez elle? C'est moi qui l'en avais prié. Ah, bien. Et dès qu'elle le pouvait, sans être vue de son mari, elle mettait un doigt sur ses lèvres pour me supplier de me taire. Et qu'avait-elle à cacher, à votre avis? Certainement les lettres, monsieur le juge. Les lettres que sa sœur a été chercher pour elle à l'opéra. Et on a trouvé en effet dans la chambre, dans la cheminée de l'inculpé, des cendres toutes fraîches de papier brûlé. Vous voyez bien. Ça n'explique toujours pas le boulevard de Belleville. Excusez-moi, monsieur le juge, mais là, je n'ai qu'une hypothèse à vous offrir. La maladie de cette femme, son épuisement, sa terreur, n'a-t-elle pas eu récemment un enfant qu'elle a chargé sa sœur de cacher? Mais tout cela se tient, j'avoue, et donnerait la raison du silence où s'obstine Berthe Lesterel. Mon oncle, je vous en supplie, libérez-la. Ah, comme tu y vas. Enfin, soit. Je vais, pour toi qui t'inquiète tellement à son sujet, la faire sortir de Saint-Lazare. Oh, merci. Tout doux, tout doux. En liberté provisoire, en attendant qu'on mette la main sur la vraie coupable. Si vous nous le permettez, monsieur le juge, c'est à quoi nous allons nous employer. Veuillez demander à la marquise de Barancos si elle peut me recevoir. Le capitaine Nointel. Ah, très bien, elle vous attend. Si monsieur veut se donner la peine d'entrer. Excusez-moi, madame. Je vous avais promis, capitaine, que vous seriez toujours le bienvenu chez moi. J'ignorais si vous vous souveniez de votre promesse. L'oublieux n'est pas moi. Ne voyez pas là un manque d'empressement, mais manque de courage. Une trop vive admiration est un péril auquel on hésite à s'exposer. Je n'aime pas les banalités. Mais qu'y a-t-il de changé aujourd'hui? C'est vous que je crois en danger. Ah? Si votre honneur n'était pas en jeu, je me serais tu. Je vous écoute. Puis-je vous demander de m'interrompre si les faits que je vais évoquer sont-ils exacts? Entendu. Vous étiez, madame, dimanche soir, masquée au bal de l'opéra. Oh, vous m'avez reconnu? À votre voix, à votre incomparable allure aussi. Oh, banalité. Un certain Simon Casse occupait la loge à côté de celle de Julia d'Orcival. Il avait été très lié avec le comte Golimine. Julia d'Orcival détenait des lettres d'amour écrites au comte par ses maîtresses successives. Sans doute Simon Casse le savait-il. N'a-t-il pas surpris quelques visites dans la loge voisine? Quelques éclats de voix? N'a-t-il pas trouvé là une occasion de redorer sa situation mondaine compromise? Je l'ai vu depuis,
à l'opéra, dans votre loge, aux Champs-Élysées, botte à botte, avec l'admirable écuyère que vous êtes. Ce matin, aux Acacias, se pavanant dans votre phaéton. Surveillance? Non. Étonnement que vous vous affichiez avec un personnage aussi louche, aussi taré. De là à supposer quelque affreux chantage. Je ne vous ai pas interrompu. Chantage que je suis décidé, si vous m'y autorisez, à faire cesser. Je ne veux pas que vous exposiez à cause de moi. Ne craignez rien. On ne se bat pas avec un ciment en casse. On le chasse. Nous avons dans son dossier, au cercle, plus qu'il n'en faut pour le faire expulser. Mais de l'étranger, ne pourra-t-il pas encore vous nuire? Peu m'importe qu'on sache que j'ai été la maîtresse de Golimine. Je ne renie rien du passé. Il peut vous dénoncer, madame. Me dénoncer? Par bonheur, c'est moi qui ai pu rentrer en possession de ce bouton de manchette. Tenez, regardez l'initiale, madame. Un B. Qu'est-ce que ça prouve? Sachez, capitaine, que dans mon pays, les femmes ne s'affublent pas pour leurs bijoux des initiales de leur mari. Je m'appelle Carmen de Peñafiel. Le bouton a été trouvé près du corps de Julia d'Orcival. Oh, je comprends. Vous me soupçonnez de ce crime. Je pensais, oui, qu'emporté par la colère, vous aviez frappé avec une arme qui se trouvait là. Il y a des crimes qui n'avilissent pas. Et que veniez-vous faire alors chez moi? Vous avertir et vous supplier de quitter la France avant qu'il soit trop tard. Vous y aider. Fuir? Moi? Oh. Et pourquoi? Demain, je demanderai audience à Monsieur Marois. C'est bien le nom du juge qui s'occupe de l'affaire, n'est-ce pas? Oui. Et je lui apprendrai ce que je vais vous dire. Si je me suis tue jusqu'ici, c'est que je croyais qu'on avait arrêté la coupable. Mademoiselle Lesterel a été remise hier en liberté. À votre tour, écoutez-moi sans m'interrompre. Julia d'Orcival m'avait en effet convoqué dans sa loge pour me remettre les lettres qu'elle avait entre les mains au bal de l'opéra. Humiliation voulue que j'ai cru devoir accepter. J'étais exact au rendez-vous, à 1h30 exactement, mais trop exact. J'ai dû attendre que sorte une femme entrée avant moi. Grande, élancée, un domino très simple. Non, de taille moyenne, plutôt ronde, un domino garni de riches dentelles. Julia d'Orcival m'a reçu dans l'arrière-loge. Je lui ai tendu la grosse liasse de billets que j'avais apportée. Elle l'a repoussée avec colère et a commencé à me railler d'être à sa merci, à m'insulter. Tour à tour, elle a juré qu'elle n'avait pas l'intention de me nuire, puis elle me menaçait de me perdre de réputation. Il m'a fallu longtemps pour comprendre la cause de cette fureur. Elle s'imaginait que son dernier amant venait de la quitter à cause de moi. Elle m'a supplié de ne pas l'épouser. Mon éclat de rire l'a sans doute mieux convaincue que tous les serments. Elle m'a remis les lettres. Je suis sortie aussitôt. C'est alors, au moment où je mettais le pied hors de la loge, que je me suis presque heurtée contre le domino qui m'avait précédé. Elle guettait mon départ. Et ce serait elle qui aurait tué d'Orcival. Je l'ai toujours pensé. Je demanderai au juge de me confronter avec l'ouvreuse. Elle ne pourra pas ne pas se rappeler la scène. Oh, madame, la loyauté de votre confession sauvera définitivement mademoiselle Lesterel, son fiancé et moi-même. Étiez-vous menacée, vous aussi? De vous perdre, madame. Ah, voilà une banalité qui ne me déplaît pas. Comment, monsieur le juge? Vous avez pris la peine de monter jusqu'à mon pigeonnier? Je vous avouerai d'abord que je n'étais pas mécontent de me rendre compte de la vue qu'on peut avoir d'un 6e étage. Ah, quelle audace ces nouveaux immeubles. Ah, où nos architectes s'arrêteront-ils? Tenez, regardez à votre aise. Oui, tout Paris. C'est splendide. Et puis, je tenais à venir vous inviter moi-même au petit dîner de fiançailles que j'organise pour mon neveu et Berthe Lesterel. Vous le méritez bien. Mais tout le mérite revient surtout à madame de Barancoste, dont le témoignage... Je compte l'inviter, elle aussi. À moins, mon cher capitaine, que ça ne vous déplaise. Oh, vous plaisantez. Je l'avoue. Mais c'est peut-être indiscret. Mais du tout. Nous pensons nous marier le mois prochain dans sa propriété de Nice. Mais vous-même, mon cher juge... jamais 2 ans. Ah, je crains d'avoir à démentir pour le moment le fameux proverbe.
Madame Cambry me demande de retarder notre union jusqu'après l'été. Elle m'écrit justement ce matin qu'elle sera trop souffrante pour assister à notre petit dîner. Lisez. Il y a aussi un mot d'amitié pour vous, mon cher capitaine, qu'elle dit désirer revoir très bientôt. Madame Cambry est trop aimable. Et tenez, voici encore 2 nouvelles qui vous intéressent. La notification faite avant-hier au sieur Simincas de son interdiction de séjour et l'annonce de la vente des objets personnels de ce pauvre Colimine qui a lieu à l'hôtel Drouot tout à l'heure. Si ces papiers vous amusent, je vous les laisse. Alors, n'oubliez pas, mardi prochain chez moi. On dînera assez tard, pas avant 6h30. Il faut bien se mettre à la mode. Une canne en ébène à pomme d'ivoire, mise à prix 10 francs. 12 francs, qui dit mieux? Adjugé à gauche. Je mets en vente une pelisse en très belle fourrure, pas trop usagée. Il y a marchand à 100 francs. 105, Une fois, 2 fois, 110, 115, 130. 150. Monsieur l'expert, je dois vous signaler que l'enchérisseur, un nommé Simon Casse, qui essaie en vain de se dissimuler derrière les rideaux de la fenêtre, est depuis 2 jours sous le coup d'un arrêt d'expulsion, et que sa présence ici est illégale. votre seule affirmation ne peut interrompre cette vente. Voici l'avis officiel de notification. D'ailleurs, monsieur l'expert, le nommé Simon Casse vient de préférer disparaître par la porte de service. Et en ce cas, l'incident est clos. Nous disions la police. Ma dernière enchère est de 130 francs. 130 francs. Une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé à monsieur. Capitaine Nointel. Si j'ai tenu à vous voir, mon cher capitaine, c'est pour vous demander conseil. Vous savez que j'ai retardé mon mariage avec Monsieur Marois. À vous, je peux en dire la raison. Ce crime de l'opéra m'obsède depuis des semaines. J'en suis excédée. Maintenant que Berthe Lesterel est innocentée grâce à vous, je voudrais être sûre que cette affaire sera classée. Puis-je espérer ne plus en entendre parler? Comptez-vous personnellement ne plus vous en occuper? Je puis vous assurer, madame, que l'instruction touche à sa fin. Monsieur Marois l'abandonne? Non, mais elle a fait un pas immense. On a découvert dans le collet d'une pelisse ayant appartenu à Golimine et vendue à l'hôtel de la rue Drouot une lettre à lui écrite par une 3e maîtresse, celle qui a certainement tué Julia d'Orcival. Une lettre signée? L'écriture a un caractère si particulier qu'on la reconnaîtra bientôt. Et cette lettre est entre les mains de Monsieur Marois? Je la lui remettrai dans 1 heure. Vous? Oui, madame. C'est moi qui ai mis la main sur ce précieux papier. Il y avait 3 lettres dissimulées dans cette pelisse que j'ai pu racheter. Une de chacune de ces 3 dernières maîtresses. Dans quelle pensée Golimine les conservait-il si bien cachées? Culte du souvenir ou calcul d'intérêt? Le résultat est que cette fois la coupable est prise. Prise? Pas encore. Oh, ce n'est qu'une question de jours, d'heures, peut-être. Et en me rendant chez vous, madame, j'ai pensé, moi aussi, à vous demander un avis. Supposez que j'arrive à apprendre qui elle est, et que ce soit une femme du monde pour qui j'éprouve une grande sympathie. Ce ne sont là, je le répète, que des hypothèses. Oui, j'ai bien compris. Permettez-moi de continuer mes suppositions. Supposez encore que la dame en question soit sur le point d'épouser un homme de mes amis. Avertir cet honnête homme, c'est perdre la femme, dans ses projets, dans sa réputation. Et pire encore, admettons que mon ami soit un magistrat forcé d'instruire cette affaire. Dans quelle situation je le mettrai, lui, s'il aime cette femme? Oui, situation cornélienne. Ce n'est pas du théâtre, hélas. Alors je me suis demandé si le plus sage ne serait pas d'aller consulter la femme dont l'honneur et la vie sont en danger. Et que lui diriez-vous? Ceci à peu près. Votre sort est entre mes mains.
J'ai la preuve que vous êtes coupable. Je n'ai aucune inimitié contre vous, bien au contraire. Et je suis attaché à l'homme que vous allez épouser. Si je vous dénonce, je ruine votre existence et le déshonore, lui, car le monde sait vos projets d'union. Que faire? Conseillez-moi, vous dont l'âme n'est pas avilie, j'en suis sûr, vous qui vous repentez et n'aspirez plus qu'à expier. C'est toujours à cette personne supposée que je m'adresse. Expier. Il y a longtemps qu'elle expie. Oui. Sa vie a dû être affreuse. Laisser accuser une innocente, ne pouvoir parler. Quant au meurtre, je suis certain qu'elle ne l'avait pas prémédité. Forcée de se rendre à l'opéra pour récupérer ses lettres, je la vois sortir de la loge, bouleversée déjà par une entrevue dégradante. Elle compte les lettres, il en manque une. Elle croit que Julia d'Orcival l'a gardée pour continuer à la tenir, elle, à sa merci. Elle revient à la loge, accuse la d'Orcival, qui l'insulte, la menace peut-être. Elle lui arrache le poignard, elle frappe. Assez! Assez! Si vous étiez à ma place, madame, que feriez-vous? Je garderai le secret de cette malheureuse si elle s'engage à ne pas entraîner dans la honte l'homme qui allait lui donner son nom. Quelle garantie aurais-je que cet engagement sera tenu? La lettre resterait entre vos mains. Mais à votre tour, répondez-moi. Si vous appreniez que cette femme est allée s'ensevelir dans une solitude lointaine, dans un cloître, brûleriez-vous cette lettre? On revient de l'exil, on sort du cloître. Oui. Et vous avez raison, monsieur. Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. Adieu, monsieur. Adieu, madame. Une femme en noir désire parler à monsieur le capitaine de la part de madame Cambry. Qu'elle entre. Je suis la gouvernante de madame Cambry. Je l'ai élevée. Je ne l'ai jamais quittée. Me voici exécutant ses derniers ordres. Ces derniers? Lisez, monsieur. Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. Pardonnez-moi comme je vous pardonne et sauvez ma mémoire. Madame Cambry s'est empoisonnée cette nuit. À 3 heures. Si vous vous taisez, personne ne saura qu'elle s'est tuée. Monsieur Marois? Croira qu'elle a succombé à une rupture d'anévrisme. Il dépend de vous qu'il pleure celle qu'il aimait ou qu'il la maudisse. Je tiendrai ma promesse. Devant moi, je vous prie. Sa lettre au comte Golomine. Et celle que je viens de vous remettre. Les voici. Brûlez-les vous-même. Là. Il ne reste plus que les cendres. Adieu, monsieur. Des cendres.